me dit que je n'ai pas le droit de parler parce qu'il y a quelques minutes pour nos amis photographes et caméramans. On peut y aller? Je ne sais pas qui me donne le go. C'est bon? Allez, je vous demande de bien tous vouloir prendre place. Merci. Madame la présidente Bachelet, mesdames les présidentes d'Assemblée, mesdames les vice-présidentes de l'Assemblée nationale française, Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Quel plaisir de vous voir ici toutes réunies. Quelle énergie se dégage de vous et je crois de nous toutes. Et nous vivons à ce moment précis pour nous toutes un moment historique. Pour la première fois, les présidentes d'assemblée du monde entier se réunissent en sommet à Paris. Je commencerai donc en vous souhaitant la bienvenue et en vous disant la fierté qui est la mienne de vous accueillir ici, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale française, que je suis la première femme à présider. Et c'est pour moi une immense joie de voir que mon cas n'est pas unique et que sur l'ensemble des continents, des femmes, de plus en plus de femmes accèdent à la haute fonction de présider une assemblée parlementaire, dépositaire de la souveraineté nationale. À l'échelle de la planète tout entière, c'est une révolution qui est en cours, une révolution de l'égalité que nous incarnons. D'après mes informations, 10 d'entre nous sommes les premières à la tête de nos assemblées. Nos collègues de Belgique, de Slovénie, de Monaco, d'Angola, de Madagascar, du Mali, de l'Indonésie, du Kiribati et du Bangladesh qui vient d'être réélu. Je connais bien certaines d'entre vous, évidemment mes voisines européennes en particulier, comme Berbel Bas, que je suis si heureuse de recevoir à nouveau à l'Assemblée nationale et avec qui je préside l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Victorija, que j'ai reçue il y a un peu plus d'1 an à Paris. Markéta, qui nous a accueillis avec faste lors du 2e sommet parlementaire de la plateforme de Crimée à Prague en octobre dernier. Eliane Tillieu, Urska et Brigitte, que j'ai eu la chance de rencontrer à Dublin en septembre, en marge de la conférence européenne des présidents de parlement de la PCE. Francine pour un premier contact à Prague et enfin Nathalie Roy, avec qui nous avons ouvert la 33e session de la commission interparlementaire franco-québécoise du 14 juin dernier. Et j'ai pu rencontrer en Côte d'Ivoire mes homologues malgaches, Christine, sud-africaine, angolaise et rwandaise, lorsque j'ai eu l'honneur de prendre la parole de la session parlementaire ivoirienne qui a coïncidé avec la réunion des présidents de la section d'Afrique de l'APF. Et je rencontre enfin, aujourd'hui, pour la première fois, des présidentes du continent américain, Marcela pour le Mexique et Patricia pour les Bahamas, Lanienne Blanchette pour Saint-Christophe et Nieves, celle d'Asie, Kwan Soudari pour le Cambodge, Puan Maharani pour l'Indonésie, j'espère que je n'abîme pas vos noms, et Shirin Sharmin Chaudhuri pour le Bangladesh qui nous rejoindra bientôt. Et donc même d'Océanie avec Tangari Kiret pour le Kiribati.
Et c'est aussi ma première rencontre avec nos collègues d'Albanie, Lindita, et plusieurs homologues d'Afrique, Catherine pour le Malawi, Carole pour le Mozambique, Selmira pour Sao Tomé et Principe et Tulia pour la Tanzanie, également président de l'Union interparlementaire. Et je salue pour son élection à cette haute fonction. Vous voyez, des rives du Pacifique au golfe du Bengale, des neiges québécoises aux archipels indonésiens, des montagnes albanaises aux îles des Caraïbes, vous êtes venus de loin, et pour certaines, de très loin, afin que ce sommet inédit ait lieu. Et au nom de la représentation nationale française, en mon nom personnel, du fond du cœur, je vous en remercie. Merci. Alors l'idée d'un tel sommet m'est venue, nous est venue, au cours d'un déplacement international, dans un avion, avec ma vice-présidente, Valérie Rabault, qui est ici et que je vous demande d'applaudir tellement elle mène à mes côtés un travail formidable. Et nous échangions dans cet avion, au retour d'Arménie, sur la stratégie de la diplomatie parlementaire. Et il nous a paru qu'il fallait que cette diplomatie parlementaire comporte absolument une action affirmée en faveur des femmes. Et j'ai par la suite testé l'idée que nous avions eue de prendre l'initiative d'organiser ce sommet des présidentes d'assemblée. Et j'ai vu que vous étiez intéressés, enthousiastes. Et nous avons envoyé une invitation personnelle à 43 femmes présidentes d'assemblée dans le monde. Et le résultat est là. Il est fulgurant. Vous êtes 24 à avoir répondu à notre appel. Nous inaugurerons tout à l'heure ensemble une exposition intitulée « Aux urnes citoyennes ». Elle porte sur le 80e anniversaire du droit de vote des Françaises. Elle nous rappellera comment l'obtention de l'égalité politique et sociale a été un long combat, en France comme dans le reste du monde. Ce combat n'est pas fini. Il a lieu chaque jour, dans tous les pays. Et chaque fois que les droits des femmes sont niés ou bafoués, nous devons être à leur côté. Nous savons que les jeunes filles afghanes sont aujourd'hui privées d'école, d'université, interdites d'accès à toutes les responsabilités. En Iran, malgré l'extraordinaire courage de la société civile qui s'est insurgée contre la domination des mollahs, un pouvoir strictement masculin continue de prétendre régenter la vie des femmes jusque dans ses moindres détails. N'oublions jamais que pour une simple mèche de cheveux dépassant d'un voile, Mahsa Amini est morte, provoquant un mouvement inédit de solidarité. Les mariages précoces, s'ils ont reculé de 15% ces 10 dernières années, demeurent répandus en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Dans le monde, une femme sur 5 est mariée avant ses 18 ans. Et on estime que 200 millions de femmes et de filles sont victimes de mutilations génitales, la plupart avant d'atteindre leur 15e année, l'excision étant pratiquée encore dans 31 pays. Dans le monde, une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Et 5 femmes décèdent chaque heure en raison de violences intrafamiliales. Ces chiffres intolérables nous concernent tous. Pour les combattre, plusieurs modèles peuvent nous inspirer, comme celui de l'Espagne, qui a été précurseur en la matière. Dans des pays où les droits des femmes avaient considérablement progressé, ils tendent aujourd'hui à régresser sous la pression de discours conservateurs et liberticides. Et dans un tel contexte, il était nécessaire, il était urgent que nous nous rassemblions, nous,
présidente d'Assemblée, pour transmettre un message politique fort, celui de la défense des valeurs d'égalité et de la démocratie dans le monde, et ce, à 2 jours de cette Journée internationale des femmes que nous célébrerons vendredi, chacune dans nos pays. Nous, présidentes d'Assemblée, nous sommes des femmes influentes. Individuellement et collectivement, nous avons une responsabilité particulière pour défendre les droits des femmes, pour être les porte-voix de leur combat pour l'égalité, pour dénoncer, pour condamner les actes de barbarie dont elles sont victimes, comme ce fut encore le cas lors de terribles attaques du 7 octobre dernier. Et j'ai bien sûr une pensée pour toutes les femmes ukrainiennes qui, depuis plus de 2 ans, souffrent de l'effroyable guerre voulue par la Russie. La France, en réunissant avant-hier les 2 chambres de son Parlement en congrès, vient de voter la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Elle est le tout premier pays du monde à le faire. C'est une garantie pour les Françaises, mais c'est aussi, je vous l'assure, un signal adressé à toutes les femmes à travers le monde. Une manière de proclamer universellement que la France reconnaît à toute femme la liberté fondamentale de disposer de son corps. Alors que les mouvements anti-choix progressent de manière inédite et que le droit à l'avortement tend à reculer même dans des grands pays démocratiques, cette constitutionnalisation est une victoire que je veux partager avec vous. J'aimerais à ce sujet saluer la présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, chère Véronique Rioton, parce que la semaine prochaine, elle ira à l'ONU avec une vingtaine de parlementaires françaises désignées de manière transpartisane pour animer une séquence sur la constitutionnalisation de l'IVG lors de la 68e session de la Commission sur le statut des femmes. Dans ce domaine, mon engagement personnel est entier. Dès le début de ma présidence, symboliquement, j'ai inauguré tout près d'ici un buste de Simone Veil, qui fit voter la légalisation de l'avortement en France. Il y aura bientôt 50 ans. Avec Baerboel, lors des 60 ans du traité de l'Élysée, nous avons été ensemble déposer une gerbe sur la tombe de Simone Veil au Panthéon, une gerbe aux couleurs de la France et de l'Allemagne, avec ses 2 fils. Et c'était un moment très émouvant. Nous savons ce que nous devons à cette femme politique d'exception. Dans mon assemblée, 14 des 22 membres du bureau sont maintenant des femmes. L'accès au poste à responsabilité est aussi un combat. Et les députés français ont d'ailleurs adopté, en décembre 2021, une proposition de loi tendant à renforcer l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Et à travers l'ensemble de mes déplacements internationaux, j'ai voulu être un leader en matière de diplomatie féminine, pour qu'aucune violation des droits des femmes ne soit plus tolérée. En Pologne, en Ukraine, en Arménie, en Côte d'Ivoire, où je me suis rendue, j'ai échangé avec des citoyennes et des compatriotes engagés pour la défense des droits des personnes vulnérables, en particulier des femmes et des filles. Je les ai écoutées et j'ai pris l'engagement, devant elles, de relayer leur combat, par solidarité, mais aussi parce que leur combat nous oblige. Ce sommet des présidentes d'Assemblée qui nous réunit aujourd'hui va nous permettre, j'en suis certaine, de franchir une étape supplémentaire. Il nous donne l'occasion de nous constituer en réseau. L'accès à l'éducation, la santé, l'égalité professionnelle, la lutte contre toutes les formes de violence, y compris celles dont sont victimes les femmes handicapées, telles seront nos priorités. Ce sommet, bien sûr, s'inscrit dans le droit fil de nombreuses initiatives dont je salue l'intérêt au sein de la francophonie, du Conseil de l'Europe, de l'Union interparlementaire ou du Commonwealth. Nous allons échanger, nouer des contacts, lancer des actions qui aideront nos délégations et nos commissions à coopérer dans le sens d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et à l'issue de ce sommet, de ces tables rondes et de ces travaux,
nous rendrons publique une déclaration commune ambitieuse, assortie de propositions concrètes à la hauteur de nos engagements. Et en dépit de situations et de législations et de coutumes différentes, je suis fière de voir que nous pouvons ensemble élaborer un texte qui confirme notre engagement commun et notre volonté inébranlable d'agir à tous les niveaux, national, régional, international, pour faire avancer la cause des femmes. Le monde saura que les présidentes d'assemblée sont une force. Dans notre travail de réflexion et de conviction, et je suis heureuse de pouvoir compter sur l'appui d'une grande dame de la vie parlementaire, Madame Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants. Elle aurait aimé se trouver avec nous aujourd'hui. Elle me l'a dit lorsque je l'ai rencontrée lors de sa dernière visite à Paris. Mais la session plénière du Congrès des États-Unis l'en empêche et on sait à quel point cette session plénière est cruciale, notamment car c'est elle qui décidera de l'aide financière à l'Ukraine, qui pour le moment n'est pas encore votée. Elle a tenu à joindre sa voix aux nôtres et nous diffuserons un message vidéo après mon intervention. Je veux aussi saluer la présence de Michelle Bachelet, ancienne présidente, première présidente de la République du Chili, première présidente d'ONU Femmes et ancienne haut-commissaire des droits de l'homme. Votre parcours ne manquera pas de nous inspirer, Madame la Présidente. Et puis, je voudrais saluer la présence parmi nous d'Olexandra Matviičuk, prix Nobel de la paix 2022, pour son action à la tête de l'ONG Centre des libertés civiles. Avocate inlassable du respect de la personne humaine, elle a interpellé le monde sur la gravité des crimes de guerre commis dans l'invasion de son pays, l'Ukraine. Dans un monde où les femmes paient un lourd tribut aux affrontements et aux guerres, où le corps féminin continue d'être martyrisé par les fauteurs de haine, la tendance pourrait être de sombrer dans le pessimisme ou le fatalisme. Or, il n'en est rien. Et votre présence ici le prouve. Nous voulons agir et réagir. Nous voulons ensemble dénoncer l'inacceptable, dessiner les contours d'un monde meilleur dans lequel les femmes jouent un rôle de premier plan. Telle est l'ambition de ce sommet, car nous, présidentes d'Assemblée, avons la volonté politique de faire évoluer le monde, comme nous avons fait évoluer les mentalités dans chacun de nos pays. Et je l'espère que l'une d'entre vous, au moins, se portera volontaire pour organiser dans son assemblée un semblable sommet l'année prochaine. Une grande romancière française, George Sand, fréquentait ces lieux au XIXe siècle, puisqu'elle fut l'une des premières femmes à suivre les débats parlementaires. Ses amis l'engagèrent même à se présenter aux élections législatives. Mais elle n'osa le faire, jugeant cette initiative prématurée. Mais George Sand, qui croyait au progrès et à l'éducation par l'exemple, eut cette phrase magnifique : « L'avenir peut s'éveiller plus beau que le passé. » Oui, grâce à nous, grâce à notre action conjointe et coordonnée, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Alors mes chers homologues, mes chers collègues, c'est donc avec une immense émotion, une immense fierté, une immense joie que je déclare solennellement ouvert notre sommet des présidentes d'Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter le message que Nancy Pelosi a souhaité nous adresser, membre depuis 1987 de la Chambre des représentants des États-Unis, qu'elle a présidée de 2007 à 2011 et de 2019
à 2023. Merci Madame la Présidente Braun-Pivet pour votre introduction et pour votre leadership pionnier pour la France et pour le monde, que j'ai pu voir de mes propres yeux lors des réunions des présidents d'assemblées parlementaires et dans d'autres lieux. Quel immense privilège de prendre la parole lors de la séance d'ouverture du premier sommet des présidentes d'assemblées, auquel participent tant d'éminentes dirigeantes parlementaires, talentueuses et compétentes. Comme vous le savez, notre attention se porte sur l'Ukraine. Cela me rappelle le moment où, un mois à peine après l'invasion de l'Ukraine, j'ai accueilli des femmes membres de la Rada ukrainienne au Capitole des États-Unis en tant que présidente de la Chambre des représentants. Et lors de cette réunion, elles m'ont offert un drapeau ukrainien qu'elles avaient signé. Ce drapeau a été accroché dans le bureau du président de la Chambre des représentants et il est encore aujourd'hui dans mon bureau au Capitole. Il témoigne du courage des femmes qui mènent le combat pour défendre la démocratie et rappelle que les femmes ont un rôle central à jouer pour ouvrir la voie au progrès, à la prospérité et à la paix. Et c'est également l'objectif de notre réunion à Paris, à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. J'aurais aimé être parmi vous, mais au Congrès, nous nous battons actuellement pour que le gouvernement puisse rester ouvert. Comme nous le savons tous, la pleine participation des femmes au gouvernement et à la diplomatie va au-delà de la simple représentation. Il s'agit de veiller à ce que nos divers points de vue soient pris en compte lors de l'élaboration des décisions qui affectent nos vies. Bien que nous ayons accompli d'immenses progrès en matière d'égalité femmes-hommes, les femmes, trop souvent, supportent encore le poids de nos défis les plus pressants. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, d'être confrontées à des obstacles à l'alphabétisation et de voir leurs besoins en matière de santé ignorés. Les femmes sont plus durement touchées par les effets des conditions météorologiques extrêmes résultant de la crise climatique. Et nous avons le cœur brisé de savoir qu'une femme sur 5 a survécu à des violences sexuelles ou physiques. Nous avons été témoins de viols de femmes, d'enlèvements d'enfants et d'autres personnes utilisées comme armes de guerre. Il est de notre responsabilité sacrée, non seulement en tant que femme, mais également en tant que leader, de condamner ces actes ignobles où et quand ils se produisent. Malheureusement, aux États-Unis, certains veulent ramener notre pays à une époque où les femmes n'avaient aucun contrôle sur leurs soins de santé ou sur leur corps. Et j'ai entendu des dirigeants d'autres pays s'inquiéter du fait que si les femmes peuvent perdre leurs droits en Amérique, elles peuvent aussi les perdre n'importe où dans le monde. C'est pourquoi nombre d'entre nous sommes pleinement engagés dans la lutte pour les droits reproductifs qui sont des libertés fondamentales dont aucune femme ou personne ne devrait être privée. Ne nous y trompons pas, la lutte pour les droits des femmes est la lutte pour la liberté elle-même. En combattant l'injustice entre les sexes, nous faisons progresser la justice pour tous. Et dans ce combat, les femmes ne doivent pas seulement être à la table, mais à la tête de la table pour mener cette conversation. Les gens me demandent tout le temps, si vous dirigiez le monde, quelle serait la seule chose que vous feriez? Et je réponds toujours la même chose. J'investirais dans l'éducation des femmes et des filles en leur donnant les moyens de contribuer à leur famille, à leur pays et au monde. Car il n'y a rien de plus sain pour notre politique et notre gouvernance que la participation et le leadership plein et égaux des femmes. Et les femmes sont et seront au cœur de la résolution des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Aux États-Unis, nous pensons que lorsque les femmes réussissent, l'Amérique réussit. Mais je pense que nous sommes toutes d'accord. Lorsque les femmes réussissent, c'est le monde entier qui réussit. Je vous remercie à nouveau, Madame la Présidente, pour la puissance de votre leadership qui transformera le monde. Vous toutes, ayez conscience de votre pouvoir et utilisez-le. Je vous souhaite un sommet des présidentes productif et historique. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à venir. Je vous en remercie. Et maintenant, je vais céder la parole à Madame Oleksandra Matviichuk, prix Nobel de la paix 2022, qui va pouvoir s'exprimer devant nous. Et je voudrais vraiment la remercier d'être avec nous et la remercier pour le combat qu'elle mène. Madame la prix Nobel.
C'est un grand honneur pour moi que de m'adresser à cette auguste assemblée. Je suis ici pour vous faire part de la gratitude la plus sincère de toutes les femmes ukrainiennes, de votre soutien et de votre solidarité en ces temps terribles de notre histoire. Je suis également ici pour partager avec vous l'expérience des femmes ukrainiennes qui vivent ces temps de guerre. Je suis avocate spécialiste des droits de l'homme et depuis de nombreuses années, j'applique la loi pour défendre les personnes et la dignité humaine. Mais aujourd'hui, le cadre de la loi ne fonctionne plus là où je suis. Les troupes russes détruisent des bâtiments résidentiels, des églises, des écoles, des hôpitaux. Elles tirent sur des couloirs d'évacuation. Elles torturent dans les camps de filtration. Elles emmènent de force les enfants ukrainiens en Russie. Les Russes interdisent la langue et la culture ukrainienne. Ils enlèvent, volent, violent et tuent dans les territoires occupés. L'ensemble du système de paix de l'ONU, l'ensemble du système de paix et de sécurité des Nations unies n'est pas en mesure de les arrêter. Nous avons été confrontés à un nombre sans précédent de crimes de guerre. Nous avons mis en place un réseau national d'enquêteurs dans tout le pays qui ont enregistré plus de 64 000 cas de crimes de guerre en tout juste 2 ans. La guerre transforme les personnes en chiffres. L'ampleur des crimes de guerre augmente si rapidement qu'il devient impossible de reconnaître toutes les histoires. Mais les personnes ne sont pas des numéros. Nous devons rendre à toutes ces personnes leur nom. Et c'est pourquoi je souhaiterais partager avec vous différentes histoires ce soir. La première concerne Natalia Matvienko, 38 ans, originaire de Mariupol. Lorsque les troupes russes ont encerclé la ville, elles n'ont pas autorisé le Comité international de la Croix-Rouge à évacuer les civils. Natalia et son fils Ilya, âgé de 10 ans, se sont donc cachés dans le sous-sol de leur maison pour échapper au bombardement. Comme beaucoup d'habitants, ils ont fait fondre de la neige pour avoir de l'eau et ils ont fait du feu pour cuisiner les quelques denrées qu'ils avaient. Lorsque les réserves se sont épuisées, ils ont été contraints de sortir et se sont donc retrouvés exposés aux tirs d'artillerie. Natalia a été blessée à la tête et la jambe du garçon a été grièvement blessée. Avec ses dernières forces, la mère a entraîné son fils jusqu'à l'appartement d'un ami. Il n'y avait pas d'assistance médicale. Auparavant, les Russes avaient détruit la maternité de Mariupol et toute l'infrastructure médicale de la ville. Et donc, dans l'appartement, ils se sont allongés sur le canapé. Ils se sont serrés l'un contre l'autre. Ils sont restés ainsi pendant plusieurs heures. Ilya a raconté à mon collègue que sa mère était morte de froid dans ses bras. J'ai une question à poser. Comment nous, au XXIe siècle, allons-nous défendre les êtres humains, leur vie, leur liberté et leur dignité humaine? Pouvons-nous nous appuyer sur la loi ou seule la force brutale compte-t-elle? La réponse à cette question, elle est importante non seulement pour les habitants de l'Ukraine, de la Syrie, de la Chine, de l'Iran, du Nicaragua ou du Soudan. La réponse à cette question déterminera notre avenir commun à toutes et à tous. Je ne sais pas comment les historiens qualifieront cette période de l'histoire, mais il se trouve que nous vivons une époque plutôt difficile. L'ordre mondial, fondé sur la Charte des Nations unies et le droit international, s'effondre sous nos yeux. Le système international de paix et de sécurité mis en place après la Seconde Guerre mondiale a accordé des indulgences injustifiées à certains pays. Il n'a pas su faire face aux défis mondiaux auparavant, mais aujourd'hui, il s'enlise et reproduit un certain nombre de schémas. Le travail du Conseil de sécurité est paralysé. Nous sommes entrés dans une période de turbulence et donc,
Tous ces incendies vont se déclarer de plus en plus fréquemment dans différentes parties du monde parce que le système international est défectueux et qu'il y a des étincelles partout. Samuel Huntington a prédit que de nombreux conflits mondiaux éclateraient entre les différentes civilisations. Je vis à Kiev et ma ville natale, comme des milliers d'autres villes ukrainiennes, est constamment bombardée non seulement par des missiles russes, mais aussi par des drones iraniens. La Chine aide la Russie à contourner les sanctions et à importer des technologies essentielles à la guerre. La Corée du Nord a envoyé à la Russie plus d'1 million d'obus d'artillerie. La Syrie vote à l'Assemblée générale des Nations unies en faveur de la Russie. La Russie, l'Iran, la Chine, la Syrie, la Corée du Nord, tous ces pays sont des civilisations différentes selon la classification de Huntington. Néanmoins, elles présentent une caractéristique commune cruciale. Tous ces régimes qui ont pris le pouvoir dans leur pays se font la même idée de ce qu'est un être humain. Les dirigeants autoritaires considèrent les personnes comme des objets à contrôler et leur nient droits et libertés. Les démocraties considèrent les personnes, leurs droits et leurs libertés comme étant de la plus haute valeur. C'est absolument non négociable. L'existence du monde libre menace toujours les dictatures de perdre leur pouvoir. C'est pourquoi, dès lors que nous parlons de cette guerre, eh bien, nous voyons bien que la Russie veut convaincre le monde entier que la démocratie, les droits de l'homme, la liberté sont de fausses valeurs parce qu'elles ne protègent personne dans la guerre. La Russie veut convaincre qu'un État doté d'un puissant potentiel militaire et d'armes nucléaires peut rompre l'ordre mondial, dicter ses propres règles à l'ensemble de la communauté internationale et même modifier par la force des frontières qui sont pourtant internationalement reconnues. Et si la Russie réussit, eh bien, elle encouragera d'autres dirigeants autoritaires dans différentes parties du monde à en faire de même. Et donc, il ne s'agit pas d'une guerre entre deux États. Il s'agit en fait d'une guerre entre deux systèmes, l'autoritarisme et la démocratie. Cette différence est également clairement visible du point de vue du genre. Dans les pays démocratiques, une femme peut jouer tous les rôles qu'elle souhaite. Les femmes peuvent prendre des décisions au niveau du gouvernement, combattre dans les forces armées, coordonner des initiatives bénévoles, documenter des crimes de guerre. Les femmes sont à l'avant-garde de cette bataille pour la liberté et la démocratie, car la bravoure n'a pas de sexe. Dans le monde russe, une femme n'est assignée qu'à son rôle au sein de la famille et de la société. Un régime autoritaire est fondé sur ses attitudes culturelles. Les relations établies entre les personnes reflètent l'idée que cette société se fait du pouvoir politique. Et c'est ainsi que ce qui relève de l'ordre du personnel devient politique. Et c'est pourquoi en Norvège, les femmes ont les mêmes droits que les hommes et qu'en Afghanistan, en revanche, les femmes n'ont pas le droit d'étudier à l'université et qu'en Russie, la violence conjugale est dépénalisée parce qu'elle reste une projection de ce que le gouvernement lui-même fait aux populations dans son propre pays. Lorsque la Russie a envahi le pays, les Ukrainiens se sont rendus en grand nombre dans les commissariats militaires et ont rejoint les unités de défense territoriale. Personne ne s'étonne qu'il y ait des hommes parmi eux, mais savez-vous qu'en Ukraine, environ 63 000 femmes défendent notre pays? Parmi elles, mon amie Andriana Susak. Et c'est la deuxième histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Lorsque la Russie a commencé son invasion à grande échelle, elle a arrêté sa carrière dans le commerce. Elle a quitté son fils de 6 ans et s'est engagée dans les forces armées ukrainiennes.
afin de se battre pour un avenir paisible pour son fils. Elle a fait partie des défenseurs ukrainiens qui ont libéré la population de l'occupation russe dans la région de Kharkiv. Elle a participé à la bataille de Kherson et elle a sauté sur une mine et a été grièvement blessée. Les médecins ont lutté pour sa survie pendant plusieurs jours et aujourd'hui, elle sort d'une longue période de rééducation et envisage de reprendre du service. Pour nous, pour les femmes, pour les Ukrainiennes, ce qui est important, c'est que nous, dans cette guerre contre la Russie, eh bien, nous, les femmes, nous aussi, nous nous battons pour que nos filles n'aient jamais à prouver à qui que ce soit qu'elles sont aussi des êtres humains. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas le droit d'être fatigués. Car si nous cessons de nous battre, il n'y aura plus de nous. Les crimes impunis se multiplient. Les militaires russes ont commis de terribles crimes en Tchétchénie, en Moldavie, en Géorgie, au Mali, en Syrie, en Libye et dans d'autres pays du monde, sans jamais être inquiétés. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si nous souhaitons prévenir et éviter les guerres à l'avenir, nous devons punir les États et les dirigeants qui déclenchent de telles guerres dans le temps du présent. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons qu'un seul précédent de ce genre. Il s'agit des procès de Nuremberg. Et c'est pourquoi nous devons établir un tribunal spécial dès maintenant et demander des comptes à Poutine et aux autres criminels de guerre. Mon amie, l'écrivaine ukrainienne Victoria Emelina, a consacré sa vie à cet objectif. Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, Victoria a rejoint notre équipe pour lutter pour la justice. Elle s'est exprimée à mes côtés, ici à Paris, au sujet du tribunal spécial. Elle s'est rendue régulièrement dans les territoires occupés pour documenter les crimes de guerre russes. Elle a été gravement blessée après une frappe de missiles russes lors de sa mission à Kramatorsk. Malheureusement, j'ai perdu ma plus chère amie. Victoria savait qu'elle ne pouvait pas changer la guerre à elle seule, mais sans ses efforts, rien ne changera. Je souhaiterais terminer en vous parlant des termes plus généraux. Dans les pays autoritaires, le problème n'est pas seulement que l'espace de liberté se réduit à la taille d'une cellule de prison. Le problème est que même dans les démocraties développées, les forces qui remettent en question la Déclaration universelle des droits de l'homme et les droits des femmes gagnent du terrain. Il y a différentes raisons à cela. Les générations à venir ont remplacé celles qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale. Elles ont hérité de la démocratie de leurs parents. Elles ont commencé à prendre les droits de l'homme pour acquis. Elles sont devenues des consommatrices de démocratie. Elles perçoivent la liberté comme le choix d'un produit au supermarché. Et donc, eh bien, ils sont prêts à échanger la liberté contre des avantages économiques, des promesses de sécurité ou un confort personnel. Pourtant, la vérité, c'est que la liberté est très fragile. Les droits de l'homme ne sont pas acquis une fois pour toutes. Nous faisons nos propres choix chaque jour. Je suis ici pour vous dire qu'en dépit de tout, par ces temps dramatiques, nous pouvons néanmoins espérer. Il s'agit d'une histoire qui confirme la vie, car nous vivons une période dramatique qui suscite l'espoir. Lorsque la liberté est bafouée, elle commence à se manifester avec force. Quand on ne peut compter sur la loi ou sur des politiques responsables, on peut toujours compter sur les femmes et les hommes, car les personnes ordinaires ont bien plus d'impact qu'elles ne peuvent l'imaginer. Et la mobilisation à grande échelle des populations dans tous les pays du monde peuvent changer le cours des choses bien plus qu'une intervention des Nations Unies. Je tiens à souligner
le combat des femmes pour la liberté et la démocratie en Ukraine, en Iran, au Myanmar, au Bélarus et dans d'autres pays du monde. Nous payons le prix fort pour avoir la chance de construire un pays où les droits de chacun sont protégés, pour nous et pour nos enfants. Merci. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre intervention qui va nous marquer. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions une photo de groupe, mesdames les présidentes, et puis nous irons ensuite inaugurer l'exposition sur le 80e anniversaire du droit de vote des femmes qui a été installé dans la galerie des fêtes de l'Assemblée nationale. Donc vous allez trouver vos drapeaux, vos emplacements. On va se mettre sur 2 rangs pour faire cette photo de groupe. Je vous remercie.